Imagine un enfant de 13 ans. Il rentre du collège, il pose son sac, il dit à peine bonjour, il prend son téléphone. Et en quelques secondes, il n'est plus vraiment dans sa chambre. Il est dans une cour de récréation infinie. Une cour où tout le monde parle trop fort, où les corps sont parfaits, où les humiliations restent en ligne, où les guerres deviennent des vidéos de 15 secondes, où la popularité se mesure en chiffres, où un algorithme apprend peu à peu ce qui le blesse, ce qui l'attire, ce qui le garde éveillé. Ses parents croient qu'il est dans sa chambre, mais en réalité, il est quelque part entre TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, les messages privés, les notifications, les comparaisons, les blagues cruelles, les filtres, les corps retouchés et cette sensation étrange d'être toujours observé. Alors, en France, une idée revient avec force: interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. En janvier 2026, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux. Le texte a ensuite été discuté et remanié au Sénat avec l'idée d'une liste de réseaux interdits aux moins de 15 ans et d'un accès conditionné à l'accord parental pour certaines plateformes. Sur le papier, la promesse semble simple: protéger les enfants. Qui pourrait être contre ça ? Qui a vraiment envie de laisser un enfant seul face à des plateformes conçues par certains des meilleurs ingénieurs du monde pour capter son attention ? Qui peut regarder honnêtement ce que les réseaux font à l'estime de soi, au sommeil, à la concentration, à l'image du corps, au harcèlement et dire « tout va très bien, continuons comme ça ». Mais cette histoire n'est pas aussi simple. Parce que derrière cette loi, il y a une question beaucoup plus profonde. Quand une société interdit quelque chose aux enfants, est-ce qu'elle les protège ou est-ce qu'elle avoue qu'elle ne sait plus les éduquer ? C'est là que le sujet devient philosophique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si les réseaux sociaux sont dangereux. Il s'agit de savoir ce que nous faisons de la liberté quand elle devient trop lourde à porter. Pendant longtemps, on a imaginé l'enfance comme un espace protégé. Pas parfait, pas innocent au sens naïf, mais un espace de lenteur, un temps où l'on pouvait grandir avant d'être exposé au monde entier, un temps où les erreurs disparaissaient, où les hontes restaient locales, où les disputes mouraient dans la journée, où l'on pouvait être maladroit, laid, bizarre, immature, ridicule, sans que tout cela devienne une archive numérique. Aujourd'hui, cette frontière a explosé. Un enfant peut être exposé au regard de milliers de personnes avant même de comprendre ce que signifie être vu. Il peut comparer son corps à des adultes retouchés. Il peut recevoir des insultes à minuit. Il peut regarder des contenus qu'il n'a pas la maturité d'interpréter. Il peut construire son identité sous la pression permanente d'un public invisible. Et le plus inquiétant, c'est que tout cela ne ressemble pas toujours à une agression. Ça ressemble à du divertissement. C'est même ça le piège. Les réseaux sociaux ne viennent pas en disant « je vais prendre ton attention, fragiliser ton sommeil, nourrir ton anxiété et transformer ton image de toi-même en produit ». Non. Ils arrivent avec des vidéos drôles, des amis, des filtres, des tendances, des messages, des likes, des petits plaisirs immédiats. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont puissants. Ils ne forcent pas la porte, ils deviennent la porte. Alors oui, l'interdiction peut sembler logique. Si un outil est trop fort pour un enfant, on le retire. On interdit déjà l'alcool, le tabac, la conduite, certains films, certains jeux d'argent. On accepte l'idée qu'un enfant n'a pas encore la capacité de consentir à tout. Pourquoi les réseaux sociaux seraient-ils différents ? Après tout, un algorithme n'est pas un jouet neutre. C'est une machine à organiser le désir, à prévoir les réactions, à tester les faiblesses, à retenir le regard. Un adulte peut déjà s'y perdre, alors un enfant ?
Mais l'autre côté du débat est tout aussi important. Car interdire, ce n'est jamais seulement protéger. Interdire, c'est aussi décider à la place. C'est tracer une frontière. C'est dire « tu n'es pas encore capable ». Et parfois, c'est vrai. Mais parfois, cela peut aussi devenir une habitude politique. À chaque fois qu'un problème devient trop complexe, on rêve d'un bouton simple. Interdire, bloquer, filtrer, vérifier, contrôler. Ce réflexe est compréhensible, mais il peut devenir dangereux. Parce que si l'on veut empêcher les moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux, il faut savoir qui a moins de 15 ans. Et pour savoir qui a moins de 15 ans, il faut vérifier l'âge. Et pour vérifier l'âge, il faut mettre en place des systèmes techniques. Et soudain, le sujet ne concerne plus seulement les enfants, il concerne tout le monde. Les adolescents, les parents, les adultes, les plateformes, l'État, la vie privée, l'identité numérique. Voilà le paradoxe. Pour protéger les plus jeunes, on peut finir par construire un dispositif de contrôle pour tous. Et là, la question devient beaucoup moins confortable. Sommes-nous prêts à prouver notre âge pour accéder à des espaces numériques ? Sommes-nous prêts à confier encore plus d'informations à des systèmes techniques ? Sommes-nous prêts à accepter une surveillance supplémentaire si elle se présente sous le visage rassurant de la protection de l'enfance ? Parce que la protection est un mot très puissant. Personne ne veut être contre la protection, mais beaucoup de choses peuvent se cacher derrière ce mot. La protection peut être une vraie responsabilité. Elle peut être un acte d'amour. Elle peut être une limite nécessaire. Mais elle peut aussi devenir un prétexte. Un prétexte pour contrôler davantage, pour infantiliser, pour déplacer la responsabilité, pour ne pas affronter les causes profondes. Car soyons honnêtes, si les enfants sont aspirés par les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement parce que les enfants sont faibles, c'est aussi parce que les adultes ont construit un monde où tout passe par les écrans. Les parents travaillent sur écran, les amis parlent sur écran, les devoirs passent par écran, les loisirs passent par écran. La musique, les vidéos, les blagues, les invitations, les groupes de classe, les discussions, les photos, tout passe par écran. Puis un jour, les adultes regardent les enfants et disent « Vous êtes trop dépendants ». C'est quand même une belle performance collective. On leur a construit un monde numérique, puis on s'étonne qu'ils y habitent. Alors peut-être que la vraie question n'est pas simplement « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?» La vraie question c'est « Pourquoi avons-nous laissé les plateformes devenir plus fortes que les parents, plus présentes que l'école, plus séduisantes que le réel ?» Ce débat nous force à regarder une vérité assez dérangeante. Nous parlons beaucoup de liberté numérique, mais nous parlons beaucoup moins des conditions qui rendent une liberté réelle. Car être libre, ce n'est pas seulement avoir accès à tout. Un enfant peut avoir accès à toutes les vidéos du monde, à toutes les opinions, à toutes les images, à tous les contenus. Mais si son attention est capturée, si son estime de lui-même est manipulée, si son désir est orienté avant même qu'il comprenne ce qui lui arrive, peut-on encore appeler ça de la liberté ? C'est une vieille question philosophique. Être libre, est-ce faire ce que l'on veut, ou être capable de comprendre pourquoi on le veut ? Un enfant qui scrolle pendant 3 heures, veut-il vraiment scroller pendant 3 heures ? Ou veut-il seulement continuer parce que tout est conçu pour rendre l'arrêt difficile ? Cette différence est essentielle. Parce qu'un choix peut être techniquement libre, mais psychologiquement fabriqué. Personne ne force l'enfant à regarder la vidéo suivante, mais tout l'y pousse. Le design, la notification, le hasard des récompenses, la peur de manquer quelque chose, le besoin d'être vu, le besoin d'appartenir au groupe. Et là, on comprend pourquoi l'État intervient. Il intervient parce que la liberté individuelle ne suffit plus face à des systèmes industriels de captation. Un enfant seul contre un algorithme, ce n'est pas un duel équitable. C'est comme demander à quelqu'un d'apprendre à nager au milieu d'une tempête, puis de lui reprocher de boire la tasse. Mais l'interdiction a aussi ses limites.
Elle peut protéger temporairement. Elle peut retarder l'exposition. Elle peut poser une norme sociale. Mais elle ne remplace pas l'éducation. Parce qu'un jour, l'enfant aura 15 ans, où il contournera la règle, où il utilisera le compte d'un autre, où il ira sur une plateforme moins contrôlée. Et s'il n'a rien appris, alors l'interdiction n'aura fait que repousser le problème. C'est peut-être là que notre époque se trompe souvent. Elle confond protection et préparation. Protéger, c'est mettre une barrière. Préparer, c'est apprendre à reconnaître le danger. Les deux sont parfois nécessaires. Mais si l'on ne fait que protéger sans préparer, alors on fabrique des individus qui ne savent pas se défendre quand la barrière disparaît. Et si l'on ne fait que préparer sans protéger, alors on laisse des enfants affronter des forces trop grandes pour eux. Toute la difficulté est là. Il ne faut pas choisir bêtement entre liberté totale et interdiction totale. Il faut comprendre ce que cette interdiction révèle.